Bonjour à tous. On va donc pouvoir commencer ce webinaire. Merci à tous d'être présents et merci surtout à tous les intervenants d'avoir accepté notre invitation. On est donc ici pour environ 1 heure et demie pour ce webinaire concernant l'inclusion dans le cadre du Hacking Réhab Lyon, le hackathon sur la thématique du handicap et de la rééducation que nous organisons en collaboration avec la Société française de médecine physique et réadaptation sur le handicap début octobre à la faculté de médecine de Lyon. Concernant justement ce hackathon, nous reparlerons du fonctionnement en fin de webinaire après l'intervention de nos 3 intervenants pour que vous puissiez aussi nous poser vos questions sur le fonctionnement du hackathon, sur le fonctionnement interne, sur la présence des mentors, etc. Nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Pour commencer, je vais très rapidement me présenter et présenter l'objectif de ce webinaire. Je suis donc Guillaume Rousson, kinésithérapeute sur Lyon, en poursuite d'études en master de sciences politiques appliquées à la santé. Je prends donc la parole pour l'équipe du Hacking Réhab Lyon, pour l'équipe d'organisation du Hacking Réhab Lyon, mais aussi en tant que soignant qui est au plus proche des personnes en situation de handicap, puisque j'exerce exclusivement à domicile. Donc, je vois de nombreuses personnes en situation de handicap dans mon activité quotidienne professionnelle. Et nous avons donc eu cette volonté de pouvoir partager avec vous quelques éléments sur cette thématique qui est l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais surtout l'inclusion au-delà de la simple accessibilité. Et je vais revenir par la suite sur la différence entre ces termes. L'objectif de ce webinaire est donc de préparer au hackathon, de préparer avec l'aide de 3 intervenants que nous présenterons juste après, de préparer donc pour mieux comprendre le contexte dans lequel vous évoluerez en tant que participant au hackathon, pour comprendre les acteurs en présence, pour comprendre finalement comment votre projet pourra s'articuler avec ce monde-ci. Donc rapidement, quelques éléments de contexte vis-à-vis de cette thématique. Donc pour rappel, le hackathon aura 3 thématiques, donc l'inclusion au-delà de l'accessibilité, enfants et parentalité, qui a été le webinaire qui a été réalisé dans les semaines passées, et enfin la dernière thématique qui aura aussi son webinaire dans les semaines à venir, avant le hackathon, sur les nouvelles technologies au service du handicap. L'inclusion est intéressant à prendre en considération comparativement à l'intégration. Pour définir le concept d'inclusion, on peut donc le comparer au concept d'intégration. En effet, il s'agit de 2 visions différentes de la participation sociale. Avec l'intégration, c'est à la personne avec un handicap de s'adapter ou de se réadapter à la société par l'intermédiaire de structures spécialisées qui visent à rétablir ou compenser ses fonctions défaillantes, qu'elles soient physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles. Donc la société dans son ensemble ne change pas, et si la personne espère s'intégrer, elle doit se normaliser, elle doit faire l'effort de s'ajuster au système existant. L'inclusion, comme on peut le voir sur ce schéma simplifié, cherche prioritairement à transformer la société. Elle vise à lever les obstacles, ici signifiés par le rond à l'intérieur de l'autre. Les obstacles à l'accessibilité pour tous, aux structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi, de services sociaux, de loisirs, etc. L'expertise des structures spécialisées est donc redéployée pour accompagner et soutenir les personnes et les structures ordinaires dans ce processus. Ça signifie donc pas pour autant la fin des structures spécialisées, mais on vient plutôt réinterroger la qualité de vie des personnes qui y sont accueillies.
Le but est donc de réaffirmer le droit à la participation sociale pour, je cite, empêcher qu'elle ne soit isolée ou victime de ségrégation, correspondant à l'article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. L'inclusion est donc un effort démocratique pour que tous les citoyens en situation de handicap ou non puissent participer pleinement à la société selon un principe d'égalité de droits. L'objectif donc de cette thématique du Hacking Réhab Lyon sera en équipe pluridisciplinaire d'envisager la réponse à une problématique d'inclusion. Cela peut donc être en lien avec l'urbanisme, l'architecture, mais aussi le design, et notamment le design de services. Il est donc nécessaire de mixer des compétences techniques et réflexives pour ce type de projet au service de la vie des citoyens en situation de handicap, que ce soit le déplacement en transport en commun, la scolarité ou l'emploi. Au programme donc de ce webinaire, nous aurons la chance d'entendre Marie-Hélène Androcetti, de la experte chargée de mission accessibilité et handicap à la ville de Saint-Étienne, qui nous parlera de l'accessibilité à l'inclusion dans une grande ville française. Puis Lucie Combaz de la société Osiris Santé, qui nous présentera le projet À Demain, mettant le design de service au service de l'inclusion. Et enfin Thomas Greul de la société Gibbs Smart Home, qui nous montrera comment la technologie peut servir à l'inclusion et qui fera donc le lien avec le prochain webinaire sur les nouvelles technologies au service du handicap. Je laisse donc la parole à Marie-Hélène Androcetti pour cette première partie. Dans le cadre des commissions communales d'accessibilité, un agenda d'accessibilité programmé a été déposé pour une durée de 9 ans en 2017. Des réunions de travail sont également organisées avec les associations pour recueillir leur avis sur les projets qui sont conduits au niveau de la ville. Au-delà du respect des normes, cette collaboration permet de mobiliser l'expertise des personnes en situation de handicap et de travailler la qualité d'usage en vérifiant que leur projet répond à leurs besoins. Mais elle permet également aux chefs de projet et parfois aux architectes de mieux comprendre les attentes des personnes en situation de handicap. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer concrètement le travail qui est réalisé en concertation avec les associations. Des visites sur site sont organisées avec les membres de la commission communale, notamment pour la mise aux normes des feux sonores. Les carrefours complexes peuvent être une vraie difficulté pour les personnes en situation de handicap visuel et se rendre sur site avec les personnes pour voir avec elles les messages enregistrés, le niveau sonore à donner au niveau des feux sonores est un vrai plus et une véritable participation. À la demande des associations de handicap visuel, dans le cadre de la construction d'une piscine, au-delà de la réglementation, il a été demandé un espace pour que les chiens guides puissent attendre en toute sécurité leur maître pendant que ces derniers utilisaient l'équipement municipal. Les associations de personnes à mobilité réduite et notamment les associations de sportifs handicapés ont été associées toujours dans le cadre de la construction d'une nouvelle piscine pour choisir à la fois le fauteuil de mise à l'eau et les fauteuils qui leur permettent de circuler dans la piscine. Au départ, des choix avaient été, du matériel avait été ciblé. Il s'est avéré à l'usage qu'une fois testés par les personnes, ces dernières les ont trouvés très inconfortables et on a travaillé pour trouver d'autres matériels qui, au bout du bout, a convenu et finalement a été acheté pour équiper la piscine. Dernier exemple, dans les transports en commun, malgré les espaces réservés pour les personnes en fauteuil, ces dernières ne se sentaient pas en sécurité lorsque les véhicules circulaient et ont demandé à travailler l'installation de barres coudées pour leur permettre de se maintenir plus facilement dans les bus et les trams.
Là aussi, plusieurs visites à l'intérieur des véhicules ont été organisées, des prototypes ont été proposés, testés et finalement ont été mis en production et installés dans les bus. Et désormais, les personnes se sentent plus en sécurité. On a évoqué l'accessibilité. Alors, si pas de manière concomitante, mais de manière quand même assez conjointe, la démarche d'inclusion a également été engagée par la ville de Saint-Étienne. L'inclusion doit garantir aux citoyens de pouvoir participer pleinement à la société et notamment aux activités de loisirs, sportives, culturelles et plus généralement à l'ensemble des services proposés par la ville. Plusieurs actions sont conduites par la ville pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Tout d'abord, la sensibilisation au vivre ensemble. Une manifestation d'envergure, une ville en partage, coordonnée par la mission Accessibilité Handicap, est conduite chaque année au niveau de la ville. En 2019, elle a regroupé 80 manifestations qui ont été proposées par une cinquantaine de partenaires, les associations de personnes handicapées, mais également les directions municipales. Pour que la différence ne soit plus un handicap, ce sont des activités sportives partagées, des expositions et des visites guidées mixtes, des spectacles qui associent personnes valides et personnes en situation de handicap, des ateliers de sensibilisation au handicap, des conférences et des projections cinématographiques accompagnées de témoignages d'associations qui sont proposés tout au long de l'année. La sensibilisation s'effectue également à destination des enfants par l'intermédiaire du Conseil municipal des enfants. La commission solidarité de ce conseil a travaillé avec des enfants en fauteuil sur le choix de jeux adaptés pour les parcs et jardins. Ils ont choisi des jeux attractifs, accessibles et leur permettant de jouer ensemble. Mais au-delà de ces réunions de travail, ces groupes ont pu échanger sur le quotidien des enfants en situation de handicap et répondre aux nombreuses questions que les enfants du conseil municipal se posaient sur le handicap et la vie quotidienne de leurs camarades. Les jeunes élus, pour continuer à être sensibilisés au handicap, ont participé à des goûters dans le noir. Et l'année dernière, des échanges ont été organisés avec un institut médico-éducatif, avec des rencontres, des échanges et un cahier relais qui permettait à chacun de son côté de décrire sa journée et de confronter sa vie à la fois dans un institut médico-éducatif et dans le milieu scolaire ordinaire. Pour les adultes, les associations avaient indiqué que dans les transports en commun, les usagers n'étaient pas suffisamment attentifs à la présence des personnes handicapées et elles demandaient qu'une démarche soit engagée pour sensibiliser le grand public à ce problème. Une campagne de sensibilisation a été engagée et elle a été travaillée avec le conseil municipal des jeunes qui ont créé un clip qui s'intitule Réveille-toi et qui met avec beaucoup d'humour, met en scène une personne en situation de handicap qui prend le tram à Saint-Étienne dans l'indifférence la plus totale et c'est traité par le biais de l'humour et c'est une démarche qui a énormément plu aux associations lorsqu'elles ont visualisé le clip une fois qu'il a été réalisé. Un autre levier pour l'inclusion et pour la ville, la formation des agents. Par exemple, pour faciliter l'entrée des enfants en situation de handicap à l'école, les agents des écoles ont été sensibilisés à l'autisme et aux troubles du comportement, ainsi qu'à l'accompagnement de ces enfants en milieu scolaire. Les chargés d'accueil ont eu des formations pour mieux accueillir le public sourd. Des formations en langue des signes française sont également proposées aux agents, soit qui sont en contact avec des collègues sourds, puisque nous en avons à Saint-Étienne, soit qui veulent mieux communiquer avec des usagers. C'est le cas notamment d'une personne cuisinier dans une résidence qui souhaitait pouvoir échanger avec des résidents qui pratiquaient la langue des signes.
L'inclusion se conduit également en adaptant les outils de communication et d'information. Le facile à lire et à comprendre commence à se développer dans les documents de communication. Les plaquettes mises à disposition dans les salles des musées sont rédigées en facile à lire et à comprendre. Le guide d'utilisation des médiathèques à destination des personnes en situation de handicap a été également rédigé en FALC. Pour faciliter les démarches administratives pour les personnes sourdes, l'utilisation de la vidéo est un bon outil de communication. Une vidéo pour leur faciliter les démarches administratives a été réalisée pour expliquer comment s'inscrire sur les listes électorales. Lorsque l'opéra ou les musées organisent des spectacles ou des visites pour les personnes sourdes, le programme est mis en ligne, mais sous forme de vidéo, pour qu'il soit plus accessible et qu'elles puissent en autonomie choisir ou non de se rendre au spectacle. En ce qui concerne l'inclusion, je crois qu'il est important de souligner que l'inclusion se construit petit à petit et évolue en même temps qu'évoluent les services. J'en veux pour preuve les musées qui, depuis fort longtemps, organisent des visites adaptées ou des visites mixtes et qui sont en train de réfléchir à une démarche sont en train de réfléchir à proposer des visites en autonomie pour les personnes en situation de handicap et vont travailler pour ce faire avec les associations pour voir qu'est-ce qui peut être proposé et à quels besoins il est important de répondre. Pour l'accessibilité des services publics et faciliter les démarches administratives, auparavant, sur la mairie de Saint-Étienne, une permanence était organisée une fois par mois sur des plages d'horaires fixes avec la présence d'un interprète en LSF pour permettre aux personnes sourdes de venir et de pouvoir effectuer les démarches qu'elles souhaitaient. Depuis l'année dernière, pour permettre l'autonomie des personnes sourdes et leur permettre soit d'entrer en communication par téléphone ou en face à face avec l'administration, une application leur est proposée à titre gratuit via leur téléphone portable et elles peuvent communiquer en se mettant en relation avec une plateforme où des interprètes en langue des signes leur permettent de communiquer sans barrière avec les agents d'accueil des mairies. Un dernier point qui, pour l'inclusion, n'est pas à négliger est le travail partenarial. On a vu au début la continuité de la chaîne de déplacement. Je crois qu'il y a la continuité aussi de la démarche sur plusieurs administrations. Depuis plusieurs années, la direction éducation de la ville de Saint-Étienne et l'éducation nationale ont des rencontres plusieurs fois par an pour notamment préparer la rentrée scolaire, envisager l'entrée des élèves en situation de handicap, vérifier que l'école, si ce n'est pas une école qui a bénéficié encore de travaux d'accessibilité, n'a pas de besoin d'aménagement spécifique pour que l'élève puisse suivre sa scolarité sans difficulté. Et ça permet aussi, par anticipation et sans attendre le jour de la rentrée, de commander ou de faire venir du matériel adapté pour que le jour J, tout soit prévu et que l'enfant rentre à l'école comme les autres enfants de sa classe. J'ai peut-être été un peu vite, je m'en excuse, mais je crois que je voudrais terminer par une phrase que j'ai trouvée dans un article et qui, je crois, résume l'inclusion. Une société inclusive s'adapte à tous et non l'inverse, en tenant compte des spécificités de chacun. Elle est à construire ensemble, petit à petit. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage extrêmement complet. On voit qu'il y a encore tout un chemin à faire et c'est aussi pour ça que c'était très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Comme vous aviez pu me le partager lors de la préparation de ce webinaire, les villes françaises ont eu déjà beaucoup à faire pour aller vers l'accessibilité, pour déjà répondre aux normes
et pour après aller au-delà des normes et tendre vers l'inclusion. Donc c'est encore tout un travail qui est nécessaire à mettre en place, et notamment un travail de sensibilisation. Je partage d'ailleurs sur la conversation le clip dont vous avez parlé, pour que les personnes qui souhaitent le voir par la suite puissent le visionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre sur le chat, et on pourra les prendre à la fin. On pourra les prendre à la fin. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'était effectivement qu'il y a du chemin à parcourir, mais qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui arrivent à se mettre en place dans les villes. Et je pense que c'était très intéressant pour ceux qui participeront au hackathon de voir aussi justement certaines problématiques actuelles, certaines problématiques qui résident encore dans nos villes, et donc qui pourraient en tout cas commencer à être déployées au niveau du hackathon. Au niveau du hackathon, je pense donc qu'on va pouvoir passer à Lucie Combaz. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Super. Je tiens à dire que j'ai vu le clip Réveille-toi ce matin et qu'il est super. Super. Hop, alors, du coup, merci beaucoup Guillaume, premièrement, pour cette invitation. Pour me présenter rapidement, donc moi, je suis designer de services et d'expérience patient à Osiris Santé. Chez Osiris Santé, on accompagne à la modélisation de solutions innovantes pour améliorer les parcours de santé, avec une approche qui est centrée sur l'expérience des patients, l'expérience des soignants et celle des aidants familiaux. Et on utilise pour mener à bien nos projets, on utilise des méthodes qui sont le design thinking et le design de service, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. On travaille sur des projets, des thématiques de santé très variées. Et donc là, j'ai mené particulièrement un projet sur la thématique du handicap et de l'inclusion, dont je vais vous parler maintenant. L'idée, ça va être de vous expliquer donc comment est-ce qu'on a mené le projet, quelles ont été les problématiques terrain des différents usagers, quelles solutions on a mis en place, tout ça pour vous donner un petit peu des billes, je l'espère, sur les besoins réels du terrain, pour vous aider un peu à bâtir vos projets pour le hackathon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement vous introduire le projet, puis ensuite on vous passera une vidéo, Guillaume, si tu l'as, qui retracera les étapes du projet par lesquelles on est passé. Alors, du coup, pour vous expliquer un peu le contexte, on a accompagné l'association L'Adapt, et donc particulièrement l'IEM de Cambrai dans les Hauts-de-France. Donc, c'est un institut spécialisé, un centre spécialisé qui s'appelle l'IEM, c'est un institut d'éducation motrice, donc qui accueille des jeunes en situation de handicap de 0 à 20 ans. Et donc, comme dans de nombreux centres spécialisés, les jeunes, ont pour certains passé toute leur enfance dans ces centres, donc dans des murs en milieu protégé. Et donc, le problème majeur, c'est que lorsqu'ils sortent de ces centres à 20 ans, ils se retrouvent en milieu ordinaire, et c'est là que tout se complique un petit peu pour eux, parce que c'est vrai qu'ils connaissent très peu le milieu ordinaire. Ils n'ont pas l'habitude de se balader dans les magasins, d'aller faire des activités, de rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas, échanger avec les habitants, et ils se retrouvent souvent très isolés à leur sortie des centres. Donc, le problème, c'est que c'est compliqué pour ces jeunes à leur sortie. Les familles des jeunes sont craintives pour l'avenir de leurs enfants, ce qui est totalement normal. Et les structures médico-sociales ont du mal aujourd'hui encore à accompagner les jeunes sur cette transition vers le monde extérieur. Donc, l'IEM de Cambrai a décidé de mettre en place des logements adaptés en centre-ville, dans lesquels pourront vivre 10 jeunes du centre à partir de 16 ans. L'idée, c'est de les faire sortir un peu plus tôt du centre pour les mettre donc dans ces logements individuels en ville, pour les familiariser au plus tôt avec la vie en milieu ordinaire. Et donc, ils seront en centre-ville avec une équipe, bien sûr, une équipe mobile de professionnels de santé qui viendront leur effectuer les aides et les soins nécessaires sur place. Et donc, nous, on a accompagné l'ADAPT sur ce beau projet pour concevoir une solution pour inclure ces jeunes en situation de handicap dans la ville. Parce qu'au final, c'est bien beau d'avoir des appartements, mais comment faire en sorte que les jeunes ne se retrouvent pas isolés dans ces appartements, comment les accompagner vers cette transition dans les murs, hors les murs. Et finalement, c'est comment travailler avec cette problématique territoriale qui est de fédérer tout un territoire autour de la thématique du handicap et de créer du lien entre ces deux mondes, le milieu du handicap et le milieu ordinaire. Voilà pour le contexte. Donc, c'est un projet qui a duré 1 an, qui a été mené en 3 étapes. Vous le verrez pendant la vidéo, mais on a eu une première étape d'analyse
phase d'observation et d'analyse des besoins, une deuxième étape qu'on appelle l'idéation avec des recherches de solutions, et une troisième étape qui est une phase de prototypage où on est allé tester la solution en réel sur le terrain. C'est vraiment ça, cette méthode du design thinking et design de service qui est très itérative, où on fait des allers-retours pour prototyper, etc. et tester. Et la particularité, et ça rejoint un peu l'intervenant juste avant, c'est qu'on a vraiment fait ça en co-construction avec tous les acteurs, donc les jeunes bien sûr, mais également les familles, les professionnels de santé ou non, les habitants et les structures du territoire, vraiment tout l'écosystème qui gravite autour des jeunes, donc finalement qui fait part, qui prend part à cette inclusion sur le territoire. Donc on a donné une place majeure aux jeunes dans le projet en les rendant vraiment acteurs de leur projet d'inclusion. Voilà, et je pense qu'on peut passer directement à la vidéo, comme ça vous permettra de voilà, voir par quelles étapes on est passé, et surtout les images parlent plus souvent que des mots, donc ça me permettra de rebondir après dessus pour qu'on puisse expliquer. Très bien. Alors, hop. Si elle marche, elle dure 5 minutes normalement. L'Adapte Nord, l'IEM de Cambrai, a décidé d'inscrire dans son projet l'externalisation d'une partie de son hébergement sous forme de 10 studios qui seront inscrits en cœur de ville. Comment permettre à ces jeunes en situation de handicap de s'inclure dans leur nouveau quartier? Osiris Santé a répondu à cette question grâce aux méthodes du design. En tant que designer, notre métier consiste à d'abord analyser les besoins des usagers pour ensuite concevoir de nouvelles solutions en co-construction avec eux et enfin tester la solution retenue en réel sur le terrain. Nous avons analysé les parcours de vie des jeunes et leurs besoins, ainsi que ceux des professionnels de l'ADAPT, des familles et des acteurs du territoire. Cela nous a permis de comprendre les points bloquants à l'inclusion et d'en tirer des opportunités d'innovation pour la suite du projet. Moi, j'habite pas Cambrai de base. J'y vais pratiquement jamais dans Cambrai. Bon, déjà, je connais pas. Et le problème, c'est que quand ils vont à l'extérieur, ils se sentent même un peu lâchés, quoi. Selon les besoins identifiés, nous avons ensuite proposé plus de 40 idées de solutions variées aux usagers que nous avons petit à petit affinées avec eux lors de multiples ateliers de co-construction. C'est le moment où tout le monde a pu se rencontrer et réfléchir ensemble, jeunes, professionnels, familles, structures et habitants. On s'est rencontrés, on a discuté de choses. Les priorités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je me souviens qu'on a toujours dit à chaque entrevue, soyez imaginatifs, lâchez-vous. Et... Vous nous avez ramené un petit peu la folie. Voilà. Tout le monde était écouté, tout le monde était entendu, et il est ressorti un projet commun. La solution validée avec les usagers, c'est la mise en place d'un programme de parrainage entre jeunes et habitants du quartier, soutenu par un réseau d'acteurs engagés du territoire. Nous avons testé ce format de parrainage avec 5 jeunes et 5 citoyens du quartier, en organisant des rencontres de groupe, puis des rendez-vous individuels en binôme. Cela a permis d'optimiser et de valider la solution. Le prototype a consisté à faire qu'on s'est rencontré avec les jeunes autour d'un repas très convivial, donc c'est là que l'élan se délient. J'étais vraiment super contente. J'ai été impressionnée parce que je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien. On avait l'impression de se connaître depuis plus longtemps, aussi bien les jeunes que les parrains. Ça me confirme le fait que je participe au projet.
ça me semble une méthode innovante et percutante, et on se demande où ça va nous mener au début. À la fin, on comprend, quoi, hein, parce que bon, vous savez ce que vous faites et vous voulez nous amener. Chaque jeune, chaque participant, le commerçant, l'habitant a pu donner son avis sur ce projet. On est vraiment dans la démocratie participative. En fin de compte, vous avez bouclé la boucle en amenant ces jeunes à s'exprimer en plus. Puis ils l'ont très bien fait. Ah, merci. Non, mais vraiment merci. Grâce à ces méthodes collaboratives, le programme de parrainage à demain peut officiellement être lancé à Cambrai et déployé sur les autres territoires français. Merci Guillaume. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Et voilà, c'est bon normalement. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui. Ok, super. Merci. J'ai des problèmes de micro. Du coup, voilà, l'idée, c'est comme je disais, souvent les images parlent le plus et ça permet de voir vraiment concrètement comment est-ce qu'on a mené le projet, d'entendre surtout directement la parole des usagers, ce qui était vraiment voilà, très important pour nous dans ce projet-là. Donc peut-être pour compléter, peut-être pour revenir un petit peu rapidement sur les étapes. Donc comme vous avez vu, on a commencé par une grosse phase d'observation et d'analyse des besoins. Donc là, l'idée, c'était vraiment la base du projet, c'était de comprendre les besoins des usagers, donc des jeunes, familles, professionnels, habitants et acteurs, et vraiment étudier tout leur parcours de vie, voilà, pour vraiment comprendre leurs besoins et leurs attentes futures. Et donc pour ça, on a mené, comme vous avez vu, des ateliers, des entretiens semi-guidés, des immersions sur place, des ateliers par typologie d'usagers. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister 2-3 problématiques du terrain majeur. Ça va peut-être vous permettre de vous immerger un peu et de voir vraiment les problèmes actuels dans cette typologie de centre et pour du coup l'inclusion future des jeunes. Donc, alors ce que je partage, c'est vraiment la parole directe des usagers, voilà, avec lesquels on s'est entretenu. Premièrement, pour les jeunes, ce qui est très compliqué, donc vous avez pu le voir dans la vidéo, mais c'est qu'ils vont très peu hors des murs et ils restent vraiment constamment dans le centre. Alors, finalement, même s'il y a des jeunes qui ont le droit de sortir, parce qu'ils ont l'autorisation de sortir de leurs parents, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Et donc, voilà, ils sont vraiment craintifs de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment humain et je pense qu'on est tous comme ça au début, mais c'est voilà, vraiment de façon exponentielle chez eux parce qu'ils ont vraiment du mal à savoir quoi faire à l'extérieur et à s'orienter, etc. Même si finalement, alors, il y en a pour certains qui sont en école ordinaire, mais même dans ce milieu scolaire, il y a quand même un manque d'inclusion. Là, je rebondis sur le schéma que tu montrais tout à l'heure, Guillaume, parce que la différence entre intégration et inclusion, finalement, ces jeunes sont intégrés dans ils sont intégrés à l'école, mais ils sont tous dans une même classe. C'est-à-dire ils sont pas avec les jeunes du milieu ordinaire en classe. Ils vont pas se mélanger à la cantine, ils vont pas se mélanger à la récré. C'est déjà un premier pas d'intégration, mais c'est encore loin de l'inclusion. Et voilà, donc typiquement, il y a encore beaucoup de leviers à enclencher de ce côté-là, par exemple. Ou même dans les activités extrascolaires, il y en a pour certains qui peuvent aller au centre social faire des activités, mais encore une fois, ils y vont en groupe. C'est-à-dire qu'ils y vont entre eux. Ils n'ont pas encore du tout la notion de un peu de l'individuel et de s'affirmer par soi-même, développer sa capacité d'agir. Et puis, comme tous les citoyens, comme tous les ados, faire un peu son chemin en solo et rencontrer du monde. Et du coup, ça fait appel à un second point qu'ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs besoins. Ils ont du mal à exprimer vraiment ce dont ils ont réellement envie finalement. C'est comme si parfois ils étaient un petit peu sur des rails, voilà, avec un parcours un peu tracé. Alors bien entendu, c'est facilitant parce que c'est des jeunes qui sont parfois peu autonomes et donc il faut forcément un petit peu les guider dans la vie, dans l'avenir et les aider pour avancer. Mais du coup, la conséquence, c'est c'est compliqué pour eux de s'épanouir, voilà, comme je disais, en tant que personne et savoir ce qu'ils veulent réellement faire dans la vie. Ils n'ont pas conscience qu'il y a plein de métiers qu'ils peuvent faire et puis ils ont le choix entre
métiers seulement. Donc, voilà, il y a un petit peu un manque d'ouverture qui est complètement relié encore aujourd'hui au milieu protégé. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que bon, c'est très réduit, bien entendu, mais c'est qu'à leur sortie, il y a un gros sentiment de solitude. On a pu s'entretenir avec des adultes qui, en situation de handicap qui avant étaient dans un centre spécialisé et qui nous disaient que la plupart d'entre eux étaient vraiment isolés et voilà, ils avaient du mal à savoir comment agir en société, qu'ils avaient très peur du regard des autres, que c'était difficile d'exprimer leurs besoins à un professionnel de santé, par exemple, comment prendre rendez-vous, comment dire ce dont on a besoin. On a toujours tout fait pour eux et une fois sortis, c'est vraiment compliqué de sauter le pas. Donc, c'est là qu'il y a un gap énorme entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Il y a aussi le rôle des familles là-dedans, qui est beaucoup de familles nous ont fait remonter qu'elles étaient conscientes qu'elles surprotégeaient beaucoup leurs enfants, ce qui est totalement humain, surtout quand on a un enfant qui est parfois peu autonome, mais elles ont peur pour leurs avenirs et du coup, il y a beaucoup de familles qui ne confrontent pas les jeunes au milieu ordinaire, donc c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui rentrent le week-end à la maison, mais qui restent dans leur chambre, on leur sert à manger, voilà, ils ne sortent pas. Alors, s'ils ne sortent pas la semaine ensemble et s'ils ne sortent pas le week-end, du coup, ça fait voilà, c'est double impact. Et c'est vrai qu'on a vu une énorme différence entre les familles qui voilà, avaient peur pour leurs enfants et qui les laissaient peu sortir au milieu ordinaire et les familles qui étaient plus laxistes ou en tout cas plus en confiance et qui les confrontent très tôt au milieu ordinaire et qui passe un peu par ce qu'on appelle l'expérimentation par l'échec finalement, comme tout ado à 18 ans qui va devoir se trouver un logement ou faire des études et qui va un peu aller tout seul dans la ville. Et ben finalement, pour les jeunes en situation de handicap, c'est peu le cas et ils ne passent pas par ces étapes-là et c'est trop compliqué pour leur vie d'adulte. Au niveau des professionnels de santé, je passe un peu rapidement, mais j'essaie de lister un peu les points majeurs. La grosse différence, le gros point bloquant, c'est qu'il y a une grosse différence de comportement envers les jeunes. Il y a des professionnels qui sont vraiment force de proposition pour faire sortir les jeunes, les confronter au milieu ordinaire, et d'autres qui sont beaucoup plus dans le cocooning et un peu justement dans la surprotection, ce qui fait du coup, qui responsabilise peu les jeunes, ce qui fait que les jeunes sont un peu tiraillés entre ces deux façons de fonctionner. Et c'est important, les structures médico-sociales essayent de plus en plus, en tout cas l'UM de Cambrai, c'était ça, d'un petit peu uniformiser, d'harmoniser un petit peu les postures des professionnels envers les jeunes. Et ensuite, il y a les acteurs du territoire, donc les habitants et les structures, qui eux, finalement, donc on est allé faire aussi des micro-trottoirs, s'entretenir avec eux pour vraiment recueillir la parole de chacun. Et là, en fait, ils nous ont exprimé, ils nous ont dit que le handicap, ils ne le voyaient pas en ville, finalement. Et que pour eux, c'était vraiment ça le gros point bloquant, c'est que ils ne voyaient pas de personnes en fauteuil roulant, ils ne voyaient pas de personnes en situation de handicap ou même cognitif et que c'est comme tout, l'inconnu fait peur et que du coup, ils ne sont pas forcément à l'aise face au handicap, ils ne savent pas forcément comment agir. Très bienveillant, voilà, pas du tout de méchanceté par rapport à ça, mais c'est un peu l'inconnu qui fait peur. Et donc, c'est finalement un peu le serpent qui se mord la queue. Les jeunes ne sortent pas parce qu'ils ont peur des habitants et les habitants ne voient pas les jeunes qui ne sortent pas, donc ils sont craintifs à leur tour. Et c'est aussi par ça que passe l'inclusion, c'est qu'il faut que les gens se rencontrent. Et du coup, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. On a fait se rencontrer les gens. Alors, je ne check pas le temps, mais Guillaume, n'hésite pas à me dire si j'arrive à la fin. En phase 2, donc là, c'était la phase d'analyse des besoins. En phase 2, on a vraiment fait se rencontrer les gens pour réfléchir ensemble à des solutions selon les contraintes et les besoins et les enjeux de chacun. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était fait avec des nouvelles méthodes. Donc, les gens, surtout d'ailleurs les professionnels de santé, ça sort un petit peu de leur champ, du champ médico-social. Ils vont voir au-delà des contraintes, on a encouragé les idées folles et ça a fait beaucoup de bien un peu à dépasser les frontières. Et donc, ça a donné lieu à la solution que vous avez vue dans la vidéo, qui s'appelle le réseau à deux mains. Donc, c'est un programme de parrainage entre jeunes et habitants du quartier qui est soutenu par une communauté d'acteurs engagés du territoire. Donc, c'est un programme tremplin de quelques semaines. Donc, c'est-à-dire que les jeunes, à leur arrivée dans les centres, enfin dans les logements, dans leur studio, pardon, ils seront accompagnés par un habitant du quartier pour se familiariser avec le quartier, pour découvrir les structures, les activités, les commerçants, vraiment être en confiance en étant accompagné pour ensuite être autonome sur les mois suivants dans son propre quartier. Et ce qui est intéressant dans ce réseau-là, c'est qu'il est animé et coordonné par ce qu'on appelle un comité de gestion qui est collaboratif, dans lequel chaque typologie d'usagers est représentée. Il y a des jeunes, il y a des habitants, des pros, des familles, des structures.
Et ils vont, voilà, à eux tous, enfin, eux ensemble, animer, coordonner le réseau, se faire rencontrer les gens, aller mobiliser des parrains. Les structures vont aller aussi diffuser l'information. Enfin, les jeunes ont le même pouvoir décisionnel que tout le monde. Et c'est vraiment un petit peu le socle du réseau. Voilà, les gens ont travaillé ensemble pendant toute l'année du projet et ça continue dans le réseau actuellement où c'est eux qui font vraiment vivre la communauté. Voilà, un petit peu la base du projet. Et puis, peut-être juste pour conclure, si je vois que le temps passe, c'est que du coup, on a testé la solution en réel sur le terrain, on a pu la prototyper et s'assurer que ça fonctionnait. On a fait des rencontres entre parrains, entre jeunes, etc., des rendez-vous entre binômes. Et je trouve que ce qui est intéressant de souligner, et à voir si vous arrivez à reprendre cet élément-là pour vos projets du hackathon, mais c'est que au final, dans ce projet, la solution finale, le programme de parrainage et le réseau est oui, certes très intéressante, mais je pense que 50% du résultat et des bénéfices de ce projet sont dus à la façon dont on a mené le projet. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, les gens se sont rencontrés, les jeunes en situation de handicap sont beaucoup plus en confiance, les habitants sont plus familiarisés avec le milieu. Et c'est par ça que passe l'inclusion. C'est en travaillant ensemble. Et il y a eu un vrai changement de posture voilà, dû à toutes les étapes par lesquelles on est passé. Et ça a été un gap franchi pour tout le monde. Super, super, bah, vraiment un grand merci, Lucie, pour cette présentation de ce projet qui, pour le coup, est un projet voilà, vraiment structuré et que vous avez pu déjà mener à terme, qui est encore en train d'être, bien sûr, de se développer. Il y avait une question, je vois dans le chat, y a-t-il donc des moyens de parrainage à l'école ou des loisirs partagés en récréation ou intercours ou avec des activités extérieures? Vous voulez dire dans le réseau qu'on a mis en place ou actuellement Je pense que c'était vis-à-vis de ce qu'il y avait à l'heure actuelle en place dans ce type de structure. Ok, alors je vais juste relire la question. Y a-t-il des moyens de parrainage à l'école ou des loisirs à partager en récréation? Alors aujourd'hui, nous, on s'est pas rendu à l'école, donc c'est vraiment que des choses que les habitants, que les jeunes et les familles et les enseignants nous ont fait remonter. C'est pour ça ce qu'on nous a dit, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se mélangeaient très peu à la cantine. Il y avait une table spécifique pour les jeunes, voilà, qui mangeaient un peu avant, qu'à la récréation, ils étaient un peu de côté. Après, il y a des sorties, je sais, qui sont organisées, donc comme toutes les écoles où les jeunes de l'ADAPT peuvent bien entendu participer. Mais souvent, il faut un autre moyen pour y aller parce qu'ils n'ont pas forcément accès au car, ou il faut prévoir le pique-nique à côté. Enfin, c'est beaucoup de choses complexes à mettre en place. Alors, on ne dit pas du tout que rien n'est fait et que c'est catastrophique parce que justement, l'ADAPT met plein de choses en place et l'école à Cambrai aussi. C'est juste que ça se fait petit à petit et que par contre, selon nous, l'école alors à voir si vous voulez réfléchir sur cette thématique ou pas, mais pour nous, l'école est vraiment un levier énorme parce que justement, il y a des classes qui sont faites, il y a certains jeunes qui vont à l'école ordinaire. Mais il y a quelques clés à actionner pour juste faire. Les gens sont au même endroit, en fin de compte, à l'école, et il faut juste les faire se rencontrer. Justement, pourquoi pas, comme quelqu'un l'a dit, faire des parrainages à l'école, entre jeunes, peut-être. On y avait pensé d'ailleurs dans les solutions, que des jeunes ordinaires et des jeunes en situation de handicap soient mis en binôme, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, de ce côté-là. Très bien, super. Mais effectivement, pour partager très rapidement mon expérience, hein, lorsque j'étais en sixième, j'étais dans une classe avec, alors c'était pas des personnes, un l'était reconnu en situation de handicap, mais les autres ce n'était pas le cas, mais c'était des personnes qui étaient reconnues avec une dyslexie, et on avait des binômes avec des personnes qui généralement avaient un niveau scolaire euh, assez développé, et puis des personnes qui étaient dyslexiques, qui avaient plus de difficultés, notamment pour prendre des notes, pour prendre les notes aussi sur les exercices à faire, les choses comme ça. Et ça a été vraiment, moi j'ai rencontré comme ça mon meilleur ami qui justement est dyslexique, et donc ça a permis voilà, de faire une inclusion. Alors certes, pas avec effectivement tous des personnes en situation de handicap, mais c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez pensé aussi à ce type de sujet. Et pour rebondir juste sur l'école, en effet, ce qui est important, et c'est ce que nous ont fait remonter beaucoup de gens, c'est que c'est hyper important de parler d'inclusion très très tôt. Les enfants sont ingénus, innocents, ils ont sûrement la bonne façon de penser par rapport à nous. Et c'est très tôt que ça se fait à l'école, et même via les enfants, ça se fait les parents ensuite. Enfin, voilà, c'est un écosystème très riche, et il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et puis voilà, pour reprendre un petit peu
ce que tu as pu lancer comme thématique. Donc, on a parlé d'autonomie, d'exprimer les besoins, de sentiments de solitude et aussi de sensibilisation. Donc, voilà, je pense qu'en tout cas, ça peut être 4 grands axes que certains pourront reprendre pour des projets. Et juste pour terminer, il y aura donc non pas Lucie, mais un de ses collègues qui sera présent au hackathon en tant que mentor. Donc aussi un designer de service. Donc maintenant, vous savez un peu ce que ces personnes-là font. Et donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui participeront à vous inscrire. Alors on vous en reparlera au niveau du fonctionnement, mais à vous inscrire pour pouvoir discuter aussi avec Isaac de notamment cette méthode. Et donc, merci à toi. On va pouvoir entendre notre dernier intervenant, donc Thomas Groel. Et puis après, on prendra les questions qui étaient dans le chat pour Madame André-Chisi. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, nickel, super. Bonjour à tous, donc je suis Thomas Greul. J'ai cofondé Jib il y a plus de 2 ans et demi. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que fait Jib, peut-être aussi vous expliquer la genèse. Et puis vous parler un peu de co-construction, mais je trouve que c'est super cool de passer après Lucie et puis notamment sa vidéo qui a très bien illustré le propos de ce que représente une co-construction au niveau des étapes et puis même après de l'impact que ça peut apporter. En plus d'être un très beau projet, moi j'ai beaucoup aimé ce que faisait Lucie. Ça me parle beaucoup et je pense que ça va dans le bon sens. Chez nous, donc pour parler un peu plus de ce qu'on fait chez Jib, donc nous, on est plus axé sur le sujet de la technologie et de l'impact de cette technologie dans la question de l'inclusion et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Guillaume, tout à l'heure, je crois que c'est toi qui mentionnais le thème technologie au service de l'inclusion. Nous, on l'a vraiment envisagé comme technologie qui permet la compensation du handicap, qui elle-même, du coup, permet l'inclusion beaucoup plus facilitée par la personne en situation de handicap. Les ergothérapeutes parlent beaucoup d'aide technique et donc, c'est vraiment ce sujet qu'on a cherché à adresser. Du coup, pour revenir un peu sur l'historique de Jib, en fait, c'est né de mon expérience personnelle. Moi, je suis passé par une école de commerce un peu bizarrement. J'ai fini par un sujet, une thèse sur un mémoire de fin d'études sur le sujet des objets connectés et de leur intégration sur tous les univers, c'est-à-dire pas du tout au départ orienté sur le handicap. Ce genre de technologie me passionnait et je me posais vraiment la question de comment ce type de technologie peut être adapté et intégré par tous. Et je suis allé en fait suivre à la suite de ce mémoire, poursuivre par une expérience un peu de terrain en allant travailler en Corée du Sud dans une start-up qui développait ce type de technologie. Et j'ai travaillé 1 an là-bas. J'étais toujours passionné par la technologie et son potentiel, mais un peu frustré de voir qu'en fait, c'était 2-3% de ces publics qui étaient vraiment équipés de 3% de la population globale qui était équipée de ce genre de technologie et que fondamentalement, en fait, ça se concentrait sur un public un peu technophile qui n'avait pas de problématique, qui n'avait pas vraiment d'intérêt à avoir ce genre d'outils, qui avait vraiment un usage purement gadget. Et j'étais super frustré de voir en fait ce genre de technologie avec un potentiel incroyable servir finalement à pas grand-chose. Et du coup, je me posais énormément de questions, mais comment on peut faire en sorte que cette technologie et plus largement la technologie servent à un sujet un peu plus large et qui a un peu plus de sens. Je pense que c'est très générationnel de se poser cette question du sens, que ce soit pour la technologie ou pour autre chose. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup appliqué à la technologie puisque c'est mon univers. Et j'ai eu la chance en fait d'échanger avec des utilisateurs de ces technologies qu'on développait qui étaient en situation de handicap et qui expliquaient en fait à quel point ce genre d'objets connectés pouvait avoir un impact pour eux et leur permettait de réaliser telle ou telle action de manière largement simplifiée ou alors carrément des actions qui étaient impossibles à réaliser autrement et qui pouvaient le faire grâce à la technologie. Et en échangeant de plus en plus avec eux, j'ai compris en fait que d'une part, il y avait cet impact possible de la technologie et en même temps, un manque cruel d'adaptation de la technologie grand public pour ces publics avec des besoins spécifiques.
Donc, je me suis vachement interrogé là-dessus et je me suis dit, en fait, c'est dingue. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin absolument de ces outils et qu'on n'a pas du tout pensé à eux. Et j'ai la chance en fait d'avoir une marraine qui est ergothérapeute. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette profession, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir parce que c'est une profession extrêmement intéressante, surtout dans le cadre du handicap et surtout dans le sujet de la technologie et des aides techniques pour la compensation du handicap. Et donc, j'ai parlé avec ma marraine qui est donc ergothérapeute, qui m'a fait un peu découvrir la réalité du handicap et la réalité de ce qui existe en termes donc d'aide technique, de ces outils de compensation du handicap. Et là, j'ai été juste bluffé et ultra surpris de découvrir que cet univers qui a énormément besoin de technologie pour compenser des limitations physiques, bah, en fait, se retrouve un peu le parent pauvre de la technologie et découvrir en fait que bah, les outils qui sont utilisés dans cet univers-là étaient assez ancestraux, assez anciens, pas du tout la modernité que je pouvais connaître pour un public technophile qui, de l'autre côté, a pas du tout de problématique. Et là, j'ai vraiment pris conscience d'un truc, c'est que dans l'univers de la technologie, tout est pensé pour un public pour qui tout va bien, qui n'a pas vraiment de problématique, qui a aussi une très bonne compréhension de la technologie. Et du coup, on laisse pour compte tout le reste des gens qui soit ont des problématiques spécifiques, que ce soit le handicap ou d'autres sujets, mais même des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie. Et je pense que c'est un vrai problème, en fait, qu'on ne réalise pas forcément. Mais moi, maintenant, avec cet œil entraîné, je me rends compte qu'il y a deux populations, des gens très connectés et des gens de moins en moins connectés relativement, et qui, je pense, est un vrai problème et qui l'est pour l'inclusion, même au-delà du handicap. Mais ça passe également par le sujet du handicap. Et en fait, de cette réalisation, moi, j'ai vraiment compris une chose, c'est qu'il faut rapprocher le monde de la technologie et celui du handicap. Et c'est vraiment de là qu'est parti Jib, et c'est vraiment la raison d'être et la mission de Jib, c'est faire en sorte que ces deux univers se rapprochent. Donc au début, moi, c'était plus une conviction et je n'arrivais pas à expliquer pourquoi il fallait que ça le devienne. Et je suis rentré en France avec l'idée bah, voilà, que je connaissais rien au handicap et qu'il fallait que je découvre un peu plus. J'ai beaucoup échangé avec des personnes en situation de handicap et, en fait, en allant sur le terrain, en parlant avec ces personnes, en parlant aussi avec des ergothérapeutes, j'ai découvert le sujet des aides techniques, donc ces outils qui sont essentiels au quotidien d'une personne en situation de handicap et qui sont censés compenser une partie de leur handicap pour que, mis bout à bout, en fait, tous ces éléments permettent à la personne d'avoir un quotidien ordinaire. Moi, je dis souvent, pour essayer d'expliquer à des publics qui ne connaîtraient pas la réalité des aides techniques, j'explique que moi, je suis en situation de handicap parce que je suis myope. J'ai des lentilles où je porte parfois aussi des lunettes et c'est un réel handicap. Si je ne portais pas ces équipements, donc ces aides techniques qui compensent mon handicap, bah, je serais extrêmement pénalisé au quotidien. Et le fait d'avoir un outil qui est très maîtrisé, qui est facile d'accès, facile à utiliser et qui est abordable en termes de prix, et bah, c'est ça qui fait que je peux m'équiper de cette aide technique et avoir une vie ordinaire et m'intégrer pleinement dans la société. Et fondamentalement, une grande partie des problématiques du handicap reviennent en fait à ce sujet de l'aide technique. Et en fait, ça, c'était vraiment une découverte pour moi. Et surtout, une découverte, c'était de voir que cet aspect d'aide technique, à quel niveau il y a un manque d'équipement. À l'heure actuelle, quand on va voir des personnes en situation de handicap, on se rend compte qu'elles ont 20 à 40% seulement des aides techniques dont elles ont besoin. Et en fait, l'écart par rapport à ce manque d'aide technique, eh ben, c'est autant de dépendance vis-à-vis d'autrui ou d'actions non réalisées. Donc, on a à l'heure actuelle énormément de gens, des milliers et des centaines de milliers de personnes en France qui se réveillent le matin et qui sont dans leur lit, qui sont en situation de handicap moteur, par exemple, et qui ne sont pas en mesure d'allumer leur lumière, d'ouvrir leur volet, de contrôler leur télé, etc., tant qu'un aide-soignant n'est pas venu les sortir de leur lit, alors qu'on a exactement juste toutes les technologies qui sont disponibles pour ça. Simplement, on n'a pas eu d'adaptation qui ont été pensées pour le cadre du handicap de ces technologies. Et donc, c'est vraiment là que nous, on intervient avec Jib. Donc, on définit ce qu'on fait sur la phrase développer des solutions connectées pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est vraiment
de compenser la situation de dépendance par la technologie sur plein de thématiques différentes. À l'heure actuelle, on se concentre sur 3 thématiques principales. Une, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'environnement dans le monde du handicap, qu'on peut grossièrement simplifier par domotique, qui est donc de contrôler tous les appareils autour de soi, que ce soit les lumières, la télévision, le lit médicalisé, la porte motorisée, les ascenseurs, etc. L'univers aussi de l'appel malade, donc là c'est plus dans les cadres de résidences médicalisées. Vous connaissez sûrement les EHPAD pour les publics seniors. Nous, on intervient beaucoup dans des structures similaires, mais avec des publics plus jeunes, qu'on appelle maisons d'accueil spécialisées ou foyers d'accueil médicalisés. Et dans quel cadre, en fait, il y a des appels malades, donc pour appeler les infirmières ou les aides-soignants, qui sont très inaccessibles. C'est 50 à 70% des situations du quotidien où la personne en situation de handicap moteur n'est pas en mesure d'appeler à l'aide quand elle fait une chute, quand elle n'est pas bien, ou tout simplement elle se déshydrate ou elle a trop chaud. Donc du coup, là, on a développé une solution pour résoudre cette problématique. Et le troisième univers dans lequel on intervient, c'est celui de la communication, à travers notamment, pour l'instant, la partie téléphone, appel téléphonique, parce que selon certaines pathologies, il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de passer un appel. Pourtant, c'est un acte essentiel du quotidien et qui implique énormément de choses, ne serait-ce qu'un point de vue de sécurité, et derrière tout ce qui est démarche administrative, ou de pouvoir garder du lien avec sa famille. Et de la même manière, on a développé une application qui va vraiment épouser la réalité du handicap de la personne et lui permettre de déclencher de manière automatique, ou en tout cas largement simplifiée, cette action pour lui permettre de passer des appels de manière autonome. Donc, nous, on s'est vraiment concentré sur ce sujet de rapprocher la technologie du monde du handicap avec un présupposé de départ qui était vraiment de se dire, dans l'univers de la technologie et surtout des startups tech qui développent plein de gadgets dans tous les sens, ce qu'on a vu comme tort qui revient beaucoup, c'est l'idée en fait complètement déconnectée du terrain, de se dire on va développer un nouvel objet, un nouveau produit ou même un nouveau service parce qu'on peut le faire, parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et on va passer peut-être 1 an, 2 ans à faire de la recherche et du développement pour arriver à aboutir à une première version d'un produit éventuellement. Et puis après, se dire, bah, tiens, on va lancer un crowdfunding, c'est la bonne idée. Alors on va voir si les gens sont intéressés et puis ils vont l'être. Seulement, eux, on leur vend l'idée de 20 fonctionnalités différentes. Et peut-être qu'eux s'intéressent qu'à 2 ou 3, mais à aucun moment on allait les contacter directement et à aucun moment on allait sur le terrain pour voir la réalité. On se retrouve à développer 3-4 ans après un produit qui est souvent très instable parce qu'on lui demande trop de choses, trop de fonctionnalités. Alors peut-être que juste 10-20% de ces fonctionnalités auraient été utiles et on frustre énormément les gens sans en fait résoudre un besoin très spécifique. Et ça, on l'avait analysé dès le départ avec mon associé Lucas, qui lui est développeur, donc il connaît bien aussi cet univers-là. Et on s'est tout de suite dit, il faut absolument aller sur le terrain, qui plus est parce que on a la réalité dans le handicap qui est vraiment très spécifique. Et donc, on a appliqué vraiment exactement les mêmes réflexions et les mêmes démarches que Lucie dans ses projets. Donc, je vais vous parler peut-être d'une des solutions au niveau des particuliers, Jibom, qu'on a développé, la situation de cette solution, où du coup, en plus, c'était vraiment au tout début du projet de Jib. On commençait à appréhender un peu le handicap, mais pour nous, l'enjeu, c'était vraiment de bien comprendre le terrain. Et on n'était pas ergothérapeute, on n'était pas professionnel du handicap. Donc, pour nous, il fallait avoir cet aspect de terrain. Donc, on a appliqué les méthodes du design thinking. Donc, pour ceux qui connaissent, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez vite le voir parce que ça va être utile pour le hacking. Et du coup, pour nous, l'objectif, c'était d'abord d'aller observer, donc trouver des gens chez qui aller chez eux, donc bien sûr des personnes en situation de handicap, et venir observer leur réalité à domicile et voir quelles sont leurs problématiques au quotidien, poser plein de questions. Alors, c'était très intriguant pour ceux
chez qui on est allé, ils étaient là très inspirés. Ils nous disaient mais pourquoi vous êtes là? On disait bah voilà, on innove dans le handicap, on ne vous dit pas plus. On voulait au minimum possible les biaiser. Et donc pour nous, c'était vraiment important d'en dire le moins possible sur notre démarche. Nous, on ne voulait pas non plus se biaiser nous-mêmes avec une réflexion objet connecté, etc. On voulait vraiment rester le plus ouvert possible et se concentrer d'abord sur la problématique qu'on souhaitait traiter, qui était donc celle de l'autonomie à domicile. Et en fait, de fil en aiguille, on est venu à poser beaucoup de questions, à passer ces entretiens comme Lucie a pu le faire dans la structure où ils sont intervenus, et de comprendre en fait la réalité à domicile d'une personne en situation de handicap, donc à savoir, elle, ses problématiques en fonction de son handicap, de la présence de ses aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, et souvent, c'est les deux qui se combinent au sein d'un logement d'une personne en situation de handicap. La réalité au niveau de ses aides techniques, quelles aides techniques la personne a, pourquoi elle a acheté celle-là et pas d'autres, pourquoi telle et telle elle n'a pas, comment ça se passe quand elle veut s'équiper de telle aide technique. C'est là qu'on commence à comprendre aussi tout ce qui est démarche au niveau des financements publics et toutes les problématiques que ça peut impliquer. Et en fait, tout ça mis bout à bout, on en est venu avoir une idée vraiment très claire du quotidien et de la réalité d'une personne en situation de handicap. Et on a répété ça avec plusieurs personnes avec différents handicaps et également des ergothérapeutes. Et on s'est aussi rapproché de l'APF, qui est une grosse association dans le monde du handicap. Tout ça pour en fait regrouper, avoir une vision la plus globale possible. Et là, on a commencé à un peu avancer et venir à parler d'idées qu'on pouvait avoir, échanger avec cette idée d'objets connectés dans le cadre du handicap et de l'autonomie à domicile. Et progressivement, en fait, on en est venu à développer un premier prototype qu'on est venu apporter à une vingtaine de personnes en situation de handicap qui étaient un peu disséminées un peu partout en France. Nous, on était basé en Île-de-France, puis on essayait aussi d'avoir des cadres de vie différents dans des maisons, dans des appartements, etc., pour avoir vraiment la plus grande diversité possible de situations et comprendre dans quel cas la première proposition s'adapte et dans quel cas elle n'est pas encore adaptée, il faut retravailler de telle ou telle manière. Et en fait, tous ces apprentissages nous ont permis d'apporter à la fois une solution en termes d'équipement qui soit adapté, mais aussi c'est la manière de l'apporter qui est extrêmement importante. Donc pour nous, il y avait la question de comment on explique en amont à la personne les outils qu'on va lui apporter, comment on va venir l'installer, le dispositif, comment on va penser déjà l'installation pour qu'elle soit la plus simple possible, mais potentiellement aussi qu'on le fasse nous-mêmes. Et derrière, toute la question du service, comment on va suivre les gens une fois qu'ils sont équipés. Au niveau du prix aussi, pour nous, c'était un enjeu. On l'avait très vite compris de faire en sorte que cet équipement soit vraiment pas cher. Parce qu'en fait, par exemple, sur le sujet du contrôle d'environnement, c'est 90% à peu près des personnes en situation de handicap moteur qui sont en demande de technologie dans cet univers-là, qui résolvent ces problématiques. Et c'est 10 à 15% à peu près de cette population qui en est équipée. En fait, il y a une énorme population qui est en manque d'équipement et c'est fortement lié au prix parce que c'est des solutions qui rapidement vont dépasser les 8 000 euros. Donc, il faut s'imaginer les aides au niveau des départements, c'est maximum 3 900 euros. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un reste à charge énorme qui est très souvent impossible à financer pour la famille. Donc, toute cette problématique-là, on a aussi cherché plein de solutions pour la traiter. Et pour vous dire du coup que l'innovation passe pas non plus que sur le produit, mais aussi sur la manière d'apporter le produit, que ce soit l'installation, que ce soit le service après-vente ou avant-vente, que ce soit l'aspect de prix, s'intégrer au financement public, etc. Il y a vraiment énormément d'aspects qui conditionnent la réussite en fait du coup de cette innovation par la phase de co-construction en amont. Donc nous, en gros, on a eu cette phase de co-construction qui a duré 6 mois, 1 an à peu près. On a vraiment essayé de prendre notre temps pour faire les choses bien. Et pour être honnête, même après la commercialisation de la solution, elle a énormément évolué pendant 1 an et elle continue à évoluer. Et c'est ça aussi, je pense, un sujet extrêmement important au niveau de la co-construction, l'expérimentation et l'innovation au sens large. C'est de ne pas considérer que les choses soient finalisées, puisqu'elles sont toujours en permanence
en capacité d'être améliorés. Même là encore, on a au moins 6 mois de roadmap, on dit, donc carnet de route de développement prévu, ne serait-ce que juste pour la solution de JBOM, sachant qu'on en a plein d'autres à côté. Voilà, j'ai essayé de faire assez large, mais en même temps garder du temps pour des questions, et je vois qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs questions. Alors, je sais que tu m'avais parlé que tu faisais déjà que tu as déjà fait d'hackathon, ou tu as Ouais. déjà été mentor. Et donc, moi, j'avais une première question, et puis on prendra celle qui vient d'arriver après. Ouais. Dans un hackathon, ce n'est pas possible d'aller sur le terrain ou obligatoirement de rencontrer les usagers, les potentiels usagers ou bénéficiaires de la solution qu'on est en train de développer. Donc, pour toi, comment on peut faire dans un hackathon pour essayer de compenser un peu ce manque? Ouais. Alors, plusieurs manières. Je pense que déjà, simplement contacter des gens, appeler quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui pourra nous aiguiller. Donc là, par exemple, dans le cas de la situation du handicap, à voir sur quel, pour chaque groupe, sur quel handicap ils vont s'activer. Mais par exemple, si on cherche une personne en situation de handicap moteur, demander autour de la table ceux qui travaillent sur le projet qui connaîtrait quelqu'un en situation de handicap ou une autre personne qui connaîtrait une autre personne. Et en fait, on peut très rapidement, en quelques coups de fil, arriver à trouver cet échange avec une personne en situation de handicap. Moi, c'était une amie qui avait un ami qui était en situation de handicap, et c'est la première personne avec qui j'ai échangé. Ça s'est fait à distance, puisque moi, j'étais encore en Asie à l'époque, et on s'est appelé pendant 1 heure ou 2. On a échangé plein de mails après, et j'ai énormément appris de cet échange avec lui. Donc ça peut déjà être un premier échange. Après, on peut avoir aussi la possibilité d'avoir un expert sur le sujet. Le handicap est tellement varié que le mot expert est un peu galvaudé, même si globalement, je pense que personne n'est vraiment expert de rien, parce que tout change en permanence, et le handicap, c'est une réalité aussi. Mais un ergothérapeute peut déjà beaucoup aiguiller sur la réalité du handicap. Donc, si on a la possibilité d'avoir un ergothérapeute dans le groupe ou quelqu'un qui connaît un ergothérapeute, ça peut énormément aider à comprendre la réalité terrain. Et sinon, aussi par rapport à la multitude de diversité, ce qui est aussi possible de faire, c'est d'extrapoler en partant soit de 2 cas extrêmes, soit d'un cas un peu moyen. Donc, par exemple, dans le handicap moteur, on peut se dire une personne, pour 2 cas extrêmes, une personne qui est extrêmement invalidée et une personne qui est légèrement invalidée, et de se dire, voilà, est-ce qu'en analysant juste ces 2 situations, on ne peut pas arriver à avoir quelque chose de plus englobant, et comme ça, on n'a pas à parler à une quinzaine ou une vingtaine de personnes avec des pathologies différentes, mais juste 2 personnes, par exemple. Après, voilà, c'est vraiment le gros enjeu quand on n'a pas été confronté au départ au handicap, et dans un hackathon, c'est limité. Donc voilà, il faut essayer de bien garder en tête la réalité terrain via des propos d'autres personnes. Je pense que ça peut aider. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement, normalement, en tout cas, dans les mentors, il devrait avoir des ergothérapeutes, il devrait avoir des personnes en situation de handicap. Mais effectivement, comme tu le dis, on n'aura bien sûr pas un représentant par situation de handicap. Et pour compléter aussi, on peut, comme tu l'as dit avant, contacter aussi des associations de représentants d'usagers ou des associations de représentants de patients. Ça peut être aussi une bonne solution, je pense, pendant un hackathon. Et puis, donc, on avait cette deuxième question. Vous assurez le SAV pour les solutions déjà vendues et notamment pour la mise à jour de l'application. Ouais. Expert, c'est la personne concernée. Ouais. Exactement, d'ailleurs. Juste au passage, pour nous, les personnes en situation de handicap sont les experts de leur handicap. Et du coup, dans la co-construction, on essaye de vachement les valoriser sur ce sujet-là. Et on pense vraiment que le handicap, il ne faut pas le voir comme une problématique, mais plutôt une source incroyable au niveau de l'innovation. Parce que derrière, nous, dans notre réflexion, l'évolution de la technologie qui va être apportée par des problématiques comme le handicap, elle va s'appliquer à tout le monde. Donc, c'est clair qu'il faut les considérer comme experts. Sur l'aspect SAV, effectivement, on apporte vraiment ça. C'est une vraie demande extrêmement importante des ergothérapeutes, des personnes en situation de handicap, des aidants, sur le fait que souvent, les gens reçoivent un équipement et sont désemparés et ne savent pas vers qui se tourner après quand il y a tel ou tel truc qui ne fonctionne pas. Et bien souvent, surtout sur l'univers de tout ce qui est domotique, appel malade, etc.,
on n'a pas forcément un interlocuteur après coup, donc ce qui pose énormément de problèmes. Et pour nous, c'est un vrai sujet d'assurer cette pérennité et ce suivi. Donc effectivement, il y a des mises à jour. Nous, on en fait 2 par semaine et on essaye en permanence d'améliorer la solution en intégrant tous les retours des personnes en situation de handicap et des ergothérapeutes. Et derrière, l'avantage, c'est que notre dispositif est connecté. Donc nous, on prend la main à distance dès qu'il y a une problématique et on va résoudre à distance le problème. Et du coup, ça peut aller très, très vite. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, cet aspect de service, cet aspect aussi de proximité, de contact humain à garder dans toute innovation en lien avec le handicap. En tout cas, sur notre petite expérience, on a trouvé que c'était un sujet extrêmement essentiel. Ok, très bien. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Pour compléter aussi, Thomas sera donc sur une certaine période mentor pendant le hackathon. Donc voilà, maintenant vous savez sur quelle thématique vous pourrez avoir son expertise et son expérience. Donc n'hésitez pas surtout à le contacter sur la période qu'on vous aura donnée. On va donc passer à une séance de questions-réponses et en reprenant un peu au début. Donc il y avait une question d'Hugo pour Marie-Hélène Androlchetti. Donc, si vous pouvez remettre votre micro et votre vidéo, super, merci. Et donc, la question, c'était, de par votre retour d'expérience du terrain public, jugez-vous suffisante la part budgétaire allouée aux thématiques d'inclusion et d'accessibilité? Alors, je crois que tout le monde considère que les parts budgétaires allouées aux politiques ne sont jamais suffisantes. Simplement, il y a la réalité qui rattrape et les contraintes budgétaires sont telles. Après, je crois que c'est des choix de société et des choix de politique d'orienter les budgets plutôt vers l'inclusion et l'accessibilité que plutôt vers d'autres politiques. Je crois aussi que ce n'est pas forcément qu'une question de budget, même si pour certaines problématiques, pour les enfants, pour le suivi des enfants, pour l'inclusion scolaire, ça peut être des budgets alloués pour des moyens supplémentaires, des SAVS supplémentaires. Mais je crois que c'est aussi à essayer de trouver des solutions qui parfois peuvent être mises en œuvre sans être forcément onéreuses et qui peuvent favoriser faciliter la vie au quotidien des personnes en situation de handicap. Entendre les personnes, pour discuter avec les associations et les personnes handicapées, quand les personnes disent que, par exemple, dans les commerces, des étiquettes agrandies ou des menus en gros caractères faciliteraient grandement leur course ou leur visite au restaurant, on ne peut pas s'abriter derrière des coûts supplémentaires pour ne rien mettre en œuvre. Et je crois que la réalité, c'est que les budgets sont restreints et qu'il faut sans doute se reposer des questions et s'interroger sur comment faire autrement, sans forcément mettre tout de suite le coût budgétaire en avant en disant on ne fait rien parce que ça coûte cher. Je crois que c'est parfois des solutions pratiques et pas forcément onéreuses si on y a un peu réfléchi. Alors, ça ne résout pas tout, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne résoudra pas les problèmes plus importants d'accessibilité, mais au quotidien, il y a des petites choses qui peuvent être mises en œuvre, qui ne sont pas forcément chronophages en budget et qui, je pense, simplifieraient grandement la vie des personnes. Pour cela, il faudrait que tout un chacun se pose la question dans ses domaines d'activité, qu'est-ce que je peux faire? Ça rejoint un peu la deuxième question des stratégies intégrées. Je crois que si dans les politiques publiques ou même dans les actions qui sont menées dans les collectivités, on se posait en amont la question quand un projet ou une procédure est écrite, un document est réalisé, si on se posait la question, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est accessible à tous? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux rédiger autrement, proposer autre chose? Je crois que là, il y aurait déjà un grand pas de fait pour que les
les solutions viennent d'elles-mêmes et pas a posteriori, et du coup, avec un coût budgétaire nettement plus important quand il faut casser, redresser ou reprendre ce qui a été fait sans forcément réfléchir à l'accessibilité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que ça a dû être effectivement une réponse très complète et on parle beaucoup au niveau des politiques d'urbanisme de plus en plus d'évaluation d'impact sur la santé, de IS. Et effectivement, au niveau de ces évaluations d'impact, je pense qu'on mériterait déjà d'en avoir plus et surtout d'avoir toute cette thématique du handicap et d'inclusion qui soit aussi centrale que d'autres considérations, particulièrement sur la santé environnementale ou la santé sur ces thématiques-là. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Il y avait une question pour Lucie. Oui. Donc, comment le projet a-t-il été accueilli par les jeunes et les habitants au début du projet et aujourd'hui, quels en sont les retours? Et après, comment cela s'est-il passé au balbutiement du projet? Avez-vous dû l'adapter pendant sa mise en place? Alors, concernant la première question sur comment le projet a-t-il été accueilli, le temps a beaucoup fait. Au début, par exemple, pour les professionnels, c'est vrai que les retours avaient été alors pas mal pris, mais c'est vrai que c'est toujours difficile quand vous êtes professionnel de santé, que vous donnez tout pour faciliter la vie des enfants et des jeunes en situation de handicap et que quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît rien au monde du handicap vient vous pointer du doigt ce qui ne convient pas. Du coup, c'est vrai que voilà, au début, les professionnels ont pu être un petit peu surpris quand on a fait vraiment remonter les points bloquants, mais à la fin, ils ont vraiment été ravis du projet. Ils se sont bien rendus compte qu'on n'était pas là pour faire un audit et qu'on était là plutôt pour soulever les problématiques d'un œil un petit peu extérieur, sans avoir le nez dans le guidon dans la structure médico-sociale. Et au final, ça a fait beaucoup de bien. Ils l'ont reconnu aussi que c'était bien d'avoir un nouveau souffle et de pointer, voilà, encore une fois, d'un œil extérieur ce qui pouvait être amélioré. Pour les jeunes, ça s'est très bien passé dès le début. Ce qui était plus compliqué, mais je l'avais un petit peu exprimé, c'est qu'ils ont du mal à exprimer leurs besoins. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment dû avec eux tisser une relation de confiance. C'est pour ça qu'on était souvent en immersion. Moi, j'y allais tous les 2 mois à peu près. On mangeait avec eux, on passait des journées avec eux. Et c'est vrai qu'on a un peu tissé cette relation de confiance pour être justement dans la confidence et bien comprendre leurs besoins de façon un peu intime finalement. Et par les habitants, le projet a très bien été reçu dès le début. On a vraiment fait du porte-à-porte pour expliquer l'arrivée des jeunes, comprendre la vision des gens sur le handicap, etc. Et vraiment, ça s'est super bien passé et on s'est surtout appuyé sur des gens qui étaient très moteurs. On s'est rendu compte que voilà, on pouvait faire de belles choses et des grands projets avec peu de moyens, juste beaucoup de temps et beaucoup de volonté à passer beaucoup d'appels et à toquer à toutes les portes. Et en fait, ça a fait un peu des merveilles, hein, c'est vrai. Faut juste bien s'axer voilà, sur des personnes qui sont moteurs et voilà, qui nous prêtent des salles, qui nous aident à rassembler les gens. Et voilà. Et donc, ça a très bien été accueilli aussi de ce côté-là. Et je ne sais pas si je réponds à la question. Et sur la deuxième question qui est voilà, est-ce qu'on a dû adapter la solution? Alors, du coup, dans la phase 3, l'étape 3 de notre projet, c'était de pouvoir tester la solution en réel sur le terrain. Et en fait, alors en effet, la solution, en fait, pendant toute l'année, finalement, on a un petit peu fait des allers-retours tout le long. On a pensé à des solutions, on est allé poser la question aux gens, on est allé presque les faire un peu, pas faire des jeux de rôle, mais les mettre un peu en situation pour savoir est-ce que ça fonctionnait, est-ce que ça fonctionnait pas. Vraiment faire des petits tests comme ça au fur et à mesure pour vraiment affiner la solution et la rendre la plus concrète possible. Et puis à la fin, on a fait un peu un vrai test sur le terrain. On a fait un atelier de cuisine, on a mis ensemble 5 par 1, 5 jeunes. Et là, on a vraiment observé est-ce que les gens étaient à l'aise, est-ce qu'il manque une étape avant, après, est-ce qu'il y a besoin d'un professionnel de santé pour mettre en confiance. Enfin, voilà, donc oui, on a fait évoluer le projet toute l'année. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on est arrivé à une solution qui répond bien aux besoins de tout le monde et qui est viable en fin de compte. Et c'est voilà, en expérimentant, et pour nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, le projet, même s'il est mis en place aujourd'hui, continuera d'être mis à jour et évoluer dans les mois et années à venir. Ok, super.
Super, ben voilà, c'est bon, ça a été, ça a été une réponse parfaite. Merci beaucoup, Lucie. Et il y avait une question pour Thomas qui, vis-à-vis donc des solutions techniques, peut-on envisager de réaliser des aides techniques non connectées dans le cadre du hackathon en impression 3D, par exemple? Bah oui, oui, de toute façon, l'idée dans les aides techniques, c'est que c'est tout type d'équipement. Même nous, tout ce qu'on apporte, c'est pas que des objets connectés. On apporte la partie objet connecté parce qu'on va connecter un usage qui va du coup avoir un déclenchement simplifié. Mais derrière, comment déclencher quand on ne peut pas utiliser la main, bah, on vient avec certains éléments, dont notamment ce qu'on appelle des contacteurs, c'est des boutons sur lesquels on appuie. Il y a plein d'autres éléments un peu matériels qui ne sont pas connectés, qui sont tout autant essentiels déjà au quotidien au sens global, mais même de solutions connectées. Donc oui, clairement, il n'y a pas besoin de faire nécessairement du connecté pour avoir quelque chose d'utile. Même, vous pouvez regarder aussi dans le cadre du handicap moteur ce que fait le centre de rééducation de Kerpap. Ils ont une unité, la pression. Ah, ça a coupé, on t'entend pas très bien, Thomas. Ils font, c'est bon? Oui, ça me paraît mieux. Ouais. Ils font des prothèses adaptées à chaque personne, par exemple pour tenir un verre ou tenir une fourchette, etc. Ils font des choses incroyables qui sont toutes bêtes, on va dire, qui sont juste imprimées 3D, mais en fait qui sont ultra essentielles pour cette personne. Donc oui, bien sûr, on peut imprimer des choses en 3D. Ça peut être des choses détournées des équipements qui ne sont pas du tout dédiés pour le handicap au départ et dans un usage handicap. Enfin, voilà, l'univers des possibles s'ouvre à vous. Et donc, pour compléter vis-à-vis du hackathon lui-même, on devait avoir la possibilité d'accéder à un Fab Lab, en tout cas que les participants puissent accéder à un Fab Lab avec notamment des imprimantes 3D et d'autres outils. Et comme vous pouvez l'imaginer, vis-à-vis de la situation sanitaire, c'est quelque chose qui ne va normalement pas être possible. Mais dans tous les cas, notamment vis-à-vis des compétences des personnes qui pourront être présentes lors du hackathon, il est tout à fait possible d'envisager de modéliser en 3D certaines technologies pour pouvoir par la suite les développer de certaines manières. Donc pour ça, il n'y a absolument aucun souci. Et je vois qu'il y a une nouvelle question. J'ai eu un problème aujourd'hui, même avec un patient qui essaie de me faire comprendre que l'hôpital lui avait proposé un rendez-vous par consultation téléphonique. Patient aphasique non mixte, il comprend tout, mais n'a pas la capacité de parler. La Covid a développé la téléconsultation ou la consultation par téléphone, ce qui peut rendre l'accès à la santé compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, c'était plus un partage qu'une question, mais effectivement, ça fait partie Ouais. ça fait partie des solutions Tout à dont on fait. peut Et imaginer. justement, on travaille actuellement à une résolution de ce problème parce que pour certaines pathologies, alors nous, notamment, on a les retours sur les troubles cognitifs, le téléphone est inaccessible et il faudrait un aspect de visio, mais avec une visio adaptée, simplifiée pour ces publics-là. Et c'est un des sujets sur lesquels on travaille justement. Super. Eh ben, je vais conclure en reparlant un petit peu du fonctionnement du hackathon. Et s'il y a de nouvelles questions, on pourra les prendre. Ah ben voilà, une nouvelle question. Augmenter les ressources en langue des signes française dédiées au visio pourrait en être un élément contributif. Alors, je ne sais pas à qui était dédiée cette question. Si Hugo peut préciser. Alors, est-ce que si c'était les ressources financières, peut-être que c'est plus pour Madame Androcetti que tu posais cette question, Hugo, je ne sais pas. Bon, on va attendre que Hugo précise. Dans tous les cas, vis-à-vis du hackathon, donc, on posait la question dans le chat, une personne qui n'avait pas vraiment compris le fonctionnement. Donc, pour reprendre un peu le fonctionnement de base du hackathon, l'objectif, c'est donc de réunir
autour d'une thématique et qui donc est dans notre cas le handicap et la rééducation, de réunir des personnes intéressées pour développer un projet, pour réfléchir ensemble à des nouvelles solutions qui peuvent être techniques, technologiques ou non. On peut aussi complètement imaginer des solutions qui peuvent s'apparenter à l'urbanisme ou à des politiques publiques ou à autres, ou d'autres choses. Le but, c'est donc pendant 48 heures qu'autour d'un projet précis, des équipes généralement de 4, 5, 6 personnes puissent se réunir et tout au long de ces 48 heures, échanger pour mettre sur pied ce projet, histoire que ce projet soit le plus réaliste possible. Il est nécessaire pendant ces 48 heures de déterminer quel est l'objectif du projet, quelles sont les actions qui seront nécessaires à mettre en place, quel peut être potentiellement le budget du projet, la cible, les bénéficiaires, etc., etc. Tout ça donc en équipe. Je parlais donc au tout début d'équipe pluridisciplinaire parce qu'effectivement, vous vous en rendez bien compte, pour développer un projet de A à Z, ou en tout cas pour imaginer un projet de A à Z, il est nécessaire d'avoir un maximum de disciplines représentées. On parlait aussi tout à l'heure de personnes en situation de handicap ou d'experts, et donc effectivement, plus vous allez pouvoir avoir des disciplines différentes, plus ce sera facile de pouvoir imaginer un projet de A à Z. Et donc, ces personnes, en groupe de 4 ou 5, autour d'une table, réfléchissent et collaborent pour faire avancer ce projet jusqu'à la fin des 48 heures où, par groupe, ils vont donc présenter devant un jury les projets. Et le jury, sur donc chacune des 3 thématiques que je vous ai présentées, la partie technologie, la partie enfants et parentalité ou la partie inclusion, le jury va déterminer quels sont les projets qui, pour eux, d'après leur expertise, sont les plus aboutis, réalistes, les plus susceptibles d'avoir un impact pour les personnes en situation de handicap. Et à partir de là, les projets les plus intéressants pourront donc continuer et être accompagnés par un incubateur qui a donc comme rôle d'accompagner les startups, les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Donc, le but du hackathon, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour des personnes qui souhaitent développer des solutions pour les personnes en situation de handicap, qui souhaitent répondre à certains besoins et qui souhaitent travailler ensemble, collaborer ensemble pour essayer de développer un projet. Et pour terminer, pour vous aider pendant le hackathon, il y aura donc des mentors qui sont généralement des experts d'une thématique et qui pourront, tout au long du hackathon, sur demande, pourront vous aider, pourront répondre à vos questions pour débloquer certaines situations, pour compléter votre projet. Voilà, donc si vous avez de la même manière des questions sur le hackathon, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur LinkedIn, Twitter ou Facebook, vous avez juste à taper Hacking Réhab Lyon, donc ce que vous voyez tout en haut du PowerPoint, pour nous retrouver et nous contacter. Et puis, comme l'a mis donc Hugo dans le chat, vous avez donc la page, notre site pour le hackathon qui est disponible avec toutes les informations dessus. Toutes les informations, donc ce que je viens de dire aussi vis-à-vis du fonctionnement, et aussi pour vous inscrire, parce que donc il est nécessaire de vous inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour que nous on puisse prévoir le fonctionnement sur place. Et à partir de là, vous avez le choix de pouvoir réaliser le hackathon sur place directement à la faculté de médecine de Lyon ou à distance. Et donc, vous serez intégré dans les équipes à distance et travaillerez donc de cette manière-là. Voilà. Alors, je vais juste vous partager le lien. Voilà. Et donc, effectivement, comme il est posé là à la dernière question, il y a des projets qui sont déjà potentiellement établis. Donc, sur notre site, vous retrouverez un Sparkboard, c'est-à-dire comment expliquer ça simplement, un recueil des différents projets
que vous pouvez proposer ou que d'autres personnes ont proposé. Et vous pouvez donc déjà vous inscrire sur ces projets-là, si vous avez vous-même pas obligatoirement une idée. Mais surtout, pendant le hackathon, au début du hackathon, il y aura une phase justement de rencontre des différents membres, des différents participants, pour que les participants puissent se positionner sur un projet en particulier ou puissent commencer à réfléchir à plusieurs autour potentiellement d'une thématique qui les amèneront à un projet et qu'ils pourront, pendant les 48 heures, développer. Le but du hackathon, c'est bien sûr de faire ça sur 48 heures, mais il y a des projets qui donc peuvent commencer à être lancés ou en tout cas être réfléchis dès maintenant. Mais bien sûr, on imagine bien, et c'est toujours comme ça dans un hackathon, qu'en 48 heures, on ne peut pas mener à bout le projet. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir un tremplin, d'avoir l'appui d'experts pendant 48 heures, d'avoir la chance d'avoir un certain nombre d'experts à disposition et surtout de pouvoir présenter ça devant un jury qui permet de finalement vous orienter pour développer ce projet par la suite. Donc, les 48 heures servent surtout de création, de réflexion, de brainstorming pour pouvoir par la suite mener à bien le projet. Je vous mets donc voilà, donc Hugo vous a mis le lien du tableau des projets, donc du Sparkboard, où vous pourrez donc retrouver les projets qui sont déjà proposés, ainsi que les projets que vous pourrez proposer jusqu'au hackathon. Et donc, pour répondre à la question de l'heure, donc ça commencera le samedi 5. Ça commencera le samedi 5 à 8h30, si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, encore une fois, vous avez toutes les informations sur notre site. Hop. Vous avez toutes les informations sur le site et lorsque vous vous inscrirez, de toute façon, à partir du moment où vous vous inscrivez, on aura donc votre adresse et donc on pourra vous envoyer tout ça. Et oui, effectivement, je me trompe. Ça commencera donc bien le 5, mais le 5 sera justement plutôt une phase de présentation le soir, en soirée, pour que le 6 et le 7, les personnes puissent commencer à se réunir et à discuter et à pouvoir co-créer. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. Dans tous les cas, encore une fois, on est toujours disponible. Pour répondre à vos questions à la suite de ce webinaire. Et il y aura le 3e webinaire donc, sur les technologies au service du handicap, au service du handicap de manière globale, pendant lesquels aussi je vous invite donc à participer et pendant lesquels vous pourrez aussi poser de nouvelles questions. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de nouvelles questions. Donc, je remercie tous les intervenants et je remercie surtout tous les participants qui sont venus pour écouter nos 3 superbes intervenants. Un grand merci à vous tous et j'espère vous revoir en tout cas très nombreux au hackathon. Et voilà. Et puis merci aussi à ceux qui seront mentors sur le hackathon, qui seront présents. À très bientôt à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.